Bien, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à Sablé. J'ai l'honneur depuis 4 ans de conduire le gouvernement de la France sous votre autorité. J'essaye de le faire du mieux que je le peux. J'essaye de ne pas vous décevoir, mais je veux vous dire, Monsieur le Président de la République, que j'essaye surtout de ne pas décevoir les habitants de Sablé-sur-Sarthe. Et lorsque vous m'avez fait l'honneur de me nommer à cette responsabilité, la première chose que je suis venu faire, c'est venir ici à Sablé pour dire je vais tout faire pour que vous n'ayez pas à rougir de l'action qui sera la mienne et qui sera celle du gouvernement. Et je crois qu'après 4 ans, après des difficultés économiques imprévues et d'une extrême gravité, je pense que nous n'avons pas à rougir du travail que nous avons fait ensemble, et en particulier du travail que nous avons fait pour réformer de façon profonde et durable la société française. Ensuite, je voudrais vous dire que c'est un honneur pour Sablé de vous accueillir, Monsieur le Président de la République. Sablé est une ville qui a toujours fait envie dans la Sarthe, à tel point qu'on l'a surnommée depuis très longtemps la République de Sablé. Eh bien, la République de Sablé est heureuse d'accueillir le Président de la République française. Sablé, d'ailleurs, n'a pas reçu beaucoup de présidents de la République. En réalité, seul le général de Gaulle est venu en 1965 en visite officielle à Sablé. Valéry Giscard d'Estaing est venu, mais dans une triste circonstance, puisque c'était à l'occasion des obsèques de Joël Le Teul. Nous sommes très fiers que la deuxième visite d'un président de la République française à Sablé, après le général de Gaulle, ce soit Nicolas Sarkozy. La ville de Sablé s'est développée de façon assez spectaculaire au cours des 30 dernières années, et elle s'est développée en particulier grâce à un moteur économique extrêmement puissant, qui est celui qui nous rassemble aujourd'hui, qui est l'agroalimentaire, avec 2 histoires formidables. Si je pouvais user d'un mot anglais, je dirais 2 success stories exceptionnelles. La première, c'est le poulet de Loué, créé par quelques agriculteurs visionnaires, aidés par le député de Loué de l'époque, dans les années 50, soutenu par l'État, qui avait même mis à disposition pendant des années de cette coopérative un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Les fermiers de Loué sont partis d'une idée qui était une idée extrêmement originale et tout à fait improbable à l'époque où elle a été mise sur la table: s'associer, maîtriser toute une filière, mettre en place une contractualisation et surtout mettre en place des règles pour l'élevage qui permettent d'assurer la qualité des produits. Et la filière de Loué est aujourd'hui sans doute la plus belle réussite en matière de label rouge dans notre pays, sachant que nous sommes en France en avance par rapport aux autres pays européens sur cette question des signes de qualité, des procédures permettant le contrôle et la reconnaissance de la qualité. C'est dire si ici nous avons été en avance. Et puis à côté de cette aventure formidable, qui a d'ailleurs porté une grande partie du succès de l'agriculture sartoise, en apportant notamment un revenu de complément aux exploitations traditionnelles, une deuxième aventure exceptionnelle s'est déroulée, c'est l'aventure LDC. 3 marchands sur les marchés qui décident de créer une entreprise pour faire de l'abattage de volailles. Ils commencent à 3 et ils sont aujourd'hui, je cherche Denis, 15 000. 15 000, c'est le premier groupe de volailles en France désormais. Ils sont implantés en Espagne, en Pologne, et leur développement est spectaculaire. J'ai été élu maire de Sablé en 1983. J'avais fait un petit calcul pour que la ville continue de se développer. Il fallait que je crée 300 emplois tous les ans en solde net.
pendant les 20 ans où j'ai été maire, M. Lambert et le groupe LDC m'en ont créé 150 tous les ans. Donc j'en avais déjà la moitié qui était créée par cette magnifique entreprise agroalimentaire. Et je pense que ces deux exemples sont deux exemples de ce que peut faire notre pays lorsque on tourne le dos à l'individualisme, lorsque on cherche de vraies solutions d'avenir, lorsqu'on n'hésite pas à se comparer aux meilleurs dans le monde pour utiliser les meilleures technologies et lorsqu'on n'a pas peur d'affronter les marchés extérieurs. Et donc c'est autour de cette thématique de la qualité de la production agricole et en même temps de la question de la sécurité, les deux étant extrêmement liés, que va se dérouler cette table ronde auquel, Monsieur le Président de la République, vous nous faites l'honneur de participer. Elle va être animée par Monsieur Alinan, qui est le président des fermiers de Loué, auquel je suis heureux de céder la parole. Monsieur le Président, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, au nom de nos 1030 éleveurs ici présents, pour votre longue visite de l'élevage de volailles de Loué que nous venons d'effectuer. Au cours de cette visite, vous avez sans doute pu apprécier le système de valeurs qui nous guide depuis plus de 50 ans. Avec les éleveurs ici présents et nos partenaires devant vous, nous souhaitons remercier l'État français qui est à l'origine de la création du label rouge et qui en est d'ailleurs le propriétaire. C'est ce label rouge qui a permis de protéger ce mode d'élevage si particulier que le monde entier nous envie et que les consommateurs plébiscitent. De tout temps, les pouvoirs publics se sont engagés à défendre cet atout indéniable de la France. François Fillon, notre Premier ministre, a même été un temps président de notre organisme certificateur. Nous avons aussi développé des productions biologiques avant que ce ne soit la mode. Nous avons besoin aujourd'hui encore de toujours plus d'engagement de l'État pour défendre son label rouge. Par le soutien de la communication collective, par le développement de la vente en restauration collective et en complément de la bio et dans l'esprit du Grenelle de l'environnement. Et par une mise en avant en toute occasion de cet atout français. Par ailleurs, comme vous avez pu le voir, les fermiers de Loué ont toujours recherché la contractualisation, amont et aval, pour donner des perspectives et limiter les risques économiques. Cette contractualisation, qui comprend désormais aussi les céréales, devra être prolongée vers la distribution. Que ce soit la GMS ou la restauration hors distribution. C'est l'esprit des engagements agricoles de notre gouvernement. Pour la promotion du label rouge, comme pour la contractualisation, Monsieur le Président, comment comptez-vous relayer et amplifier nos différentes initiatives ? D'abord, merci de me recevoir. Je suis ainsi aussi nombreux, aussi chaleureux. Je voudrais vous faire deux remarques avant de répondre à la question du président Alinan. Peut-être vous pourriez trouver, ou certains observateurs pourraient trouver curieux, que, comme l'ont dit, les deux têtes de l'exécutif soient réunies pour participer à une table ronde sur l'industrie alimentaire et la sécurité alimentaire. On va dire, mais vous n'êtes pas dans l'actualité. Il y a tellement de choses importantes dans l'actualité. Ben moi, je pense qu'au contraire, nous sommes, avec François Fillon, dans la vraie actualité des Français. Peuvent-ils avoir confiance dans ce qu'ils achètent pour se nourrir? Peuvent-ils être rassurés sur l'inquiétude qu'ils peuvent éprouver pour eux-mêmes dans la restauration collective, pour leurs enfants dans la restauration scolaire? Et le rôle d'un Premier ministre, d'un président de la République, ministre de l'Agriculture ou du ministre Frédéric Lefebvre, c'est de répondre aux problèmes des Français. Quelle que soit la date et quelle que soit la difficulté,
Et c'est la spécificité du rôle de François Fillon, comme du mien, coller aux préoccupations des Français et porter comme seule réponse face à ces préoccupations celle de l'intérêt général, même si c'est difficile. La réforme des retraites, c'était difficile, mais c'était l'intérêt général. La qualité sanitaire, ça veut dire des contrôles. C'est pas toujours agréable d'avoir des contrôles et de subir des contrôles. Mais c'est la condition de l'intérêt général. Et être dans ce département de la Sarthe, c'est quand même, d'abord c'est le plaisir de vous y retrouver, et puis de partager ce moment avec François Fillon. C'est comme le fait qu'il soit Premier ministre et enfant de la Sarthe, ça doit quand même pas m'empêcher de venir dans la Sarthe. Alors, je sais bien que c'est très étonnant, mais enfin, moi, ça me semble naturel. Et je voudrais dire ici, à Sablé, dans cette ville qui lui a toujours fait confiance, et dans ce département qui lui fait confiance et qui l'aime, que François Fillon, depuis 4 ans, s'est dévoué sans compter au service de la France. Et que nous devons... Et que moi, je lui en suis reconnaissant, profondément reconnaissant. On en a traversé des crises, on en a affronté des difficultés, mais ce fut toujours pour moi un grand soutien que de pouvoir compter sur le conseil et sur le sens de l'État de François Fillon. Il y a 3 mots, Monsieur Alino, qui pour nous sont absolument essentiels. La qualité, la confiance et la contractualisation. Voilà. Je parle sous le contrôle de Bruno Le Maire, qui fait un travail remarquable. La qualité. Pourquoi la qualité? Parce que l'agriculture française est un secteur stratégique de notre économie. La concurrence dans le monde est devenue effrénée, et vous les agriculteurs, vous les paysans, vous les éleveurs, vous ne vous en sortirez que par la qualité. La qualité, c'est la voie d'avenir. Et ce qui est valable pour l'agriculture, c'est d'ailleurs valable pour l'industrie. Si nous voulons garder notre modèle social, si nous voulons développer notre agriculture, la solution, c'est de tirer nos productions vers le haut, non pas vers le bas. Si nous les tirons vers le bas, il y aura toujours, à travers le monde, des pays qui feront mieux que nous. Donc, la question du label rouge, la question de l'attachement territorial, la question du respect des traditions et du savoir-faire, c'est la seule voie possible pour l'agriculture française. Et c'est celle-là que nous voulons privilégier. Et de ce point de vue, s'agissant de louer, vous êtes des précurseurs. Deuxième mot, la confiance. Mettez-vous à la place des consommateurs. Saturés d'informations dans tous les sens. Monsieur Alino, parlons clair, ce n'est pas un reproche, c'est simplement la description d'une réalité. Tous les jours, des nouvelles informations. Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent s'ils n'ont pas, les consommateurs français et européens, des repères? Et le repère, c'est la qualité. Qualité et confiance. Il y aura de la confiance entre les consommateurs et les producteurs s'il y a de la qualité. Où ça a été fabriqué? Par qui ça a été fabriqué? Comment ça a été fabriqué? Dans quel territoire ça a été fabriqué? Selon quelles pratiques ça a été fabriqué? Et ça, c'est plus important encore que le prix. Naturellement que le prix est important. Mais ce qui est cher, c'est d'abord le service qui n'est pas rendu. Et le consommateur français essaie parfaitement faire la différence
entre la qualité et l'absence de qualité. C'est la raison pour laquelle, avec François Fillon, nous avons demandé à Frédéric Lefebvre d'être là, parce que plus la distribution, plus les distributeurs mettront sur les étiquettes des éléments de transparence, mieux ça sera. Moi, je trouve normal, quand on achète un poulet, quand on achète un produit, de savoir où il a été produit, par qui, comment il a été nourri, d'où ça vient et comment ça s'est passé. Tout ne se vaut pas, tout ne se ressemble pas. Et cette société d'information qui est la nôtre, elle doit d'abord donner des informations sur la qualité de ce qu'on achète. Et mettez-vous là aussi à la place du consommateur. Il a été mis à rude épreuve depuis 20 ans, hein, avec toutes les crises qui ont été connues ici ou là. Donc le seul moyen de rassurer, c'est ça. Enfin, troisième élément, on aura l'occasion d'y revenir, c'est la contractualisation. Je le dis à Jean-René Buisson, comme à Serge Papin, que je remercie de son engagement et de la grande correction de son enseigne. Je veux dire systémé. Oui, parce que ça permet de dire que toutes les enseignes ne sont pas de la même correction. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je suis assez précis, mais là aussi, vous devez savoir les choses. Pourquoi François, comme Bruno Le Maire sont témoins, je n'ai jamais été de ceux qui ont poussé le monde agricole contre la distribution. Je prends mes responsabilités. C'est facile, et Jean-René le sait, en qui j'ai grande confiance. C'est facile. Mais ceux qui, à l'époque, vous faisaient démonter les magasins de la grande distribution, ils vous fâchaient avec vos premiers clients. Et ça, ce n'est pas l'avenir pour les agriculteurs et les producteurs. Ça fait plaisir sur le moment. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? En termes d'image, en termes de conformité avec les valeurs qui sont les vôtres, les agriculteurs, c'est des gens qui construisent, pas des gens qui détruisent. Et par ailleurs, le système de la distribution, c'est les Français, notamment les Françaises, qui l'ont voulu, du fait des changements dans notre société. Mais là aussi, nous disons, distributeurs, le partage de la valeur, ce n'est pas des gros mots. C'est votre intérêt à vous, distributeurs, d'avoir des producteurs de qualité qui vous font de la qualité. Partagez la valeur avec eux. Et si je prends un exemple, pour les éleveurs, quand le prix des céréales augmente, ça veut dire que le prix de production de leurs animaux augmente. Et si dans le même temps, les prix baissent, les producteurs ne peuvent pas s'en sortir. Et donc la question de la transparence sur la valeur brute comme sur la valeur nette, enfin la marge brute comme sur la marge nette, elle est essentielle. Et inscrire les rapports, parce que sur le long terme, comment les fermiers de Louet pourraient faire de la qualité si les prix sont remis en cause tous les 2 mois et si leurs principaux acheteurs disparaissent au premier concurrent venu? Comment on peut investir? Comment on peut faire de la qualité? La contractualisation permet de faire la rencontre entre le producteur et le distributeur pour faire de la qualité. Et c'est l'intérêt du consommateur. Voilà vraiment, François, la politique qui n'est pas facile, parce que, et je termine par là, parce que chacun, comment dire, pourrait se trouver... parce qu'on lui demande des efforts, à chacun, on demande au producteur de faire de la qualité. Ah oui, mais faire de la qualité, ça veut dire investir, dépenser de l'argent, prendre un risque. Pas si simple. Hein? On lui demande la traçabilité, on lui demande le respect du consommateur. Le consommateur, on lui dit, ne voyez pas que le prix. Soyez aussi lucide. Le prix, ça compte, bien sûr, surtout quand le pouvoir d'achat n'est pas là. Mais la qualité, ça compte aussi. Hein? Et les distributeurs, on leur dit, soyez raisonnables. Vous avez besoin des producteurs. Parce que si les producteurs ne fabriquent pas de bons produits, qui viendra dans vos magasins? Voilà. Donc on a préféré choisir ce discours, dont je reconnais bien volontiers qu'il est exigeant. Mais c'est le seul qui permette de s'en sortir. Le seul. Et qui donne un avenir à l'agriculture. Et
et venir ici assabler, parlant devant vous, c'est ce que vous avez fait depuis des années, François le rappelait. Et ce que nous voulons, c'est que, à partir de l'expérience réussie de Loué, nous puissions généraliser ces trois mots: qualité, confiance, contractualisation. Je vais passer la parole maintenant à M. Laurence, qui est président du Comité national des indications géographiques de provenance, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties auprès de l'INAO. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez très bien explicité. Les produits sous signe officiel de qualité et d'origine répondent à l'attente des consommateurs qui souhaitent disposer de produits authentiques, originaux, sécurisés, adaptés à chaque occasion de consommation. Le label rouge, qui fête cette année ses 51 ans, garantit un produit de qualité supérieure. Vous y avez beaucoup insisté, et je vous en remercie. Il est, avec l'appellation d'origine, le signe le plus connu des Français. Les appellations d'origine contrôlées et les indications géographiques protégées consacrent un lien très fort entre un produit et son territoire d'origine. L'INAO, établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture, assure la gestion, le contrôle, la protection et la promotion de ces signes officiels, notions sur lesquelles vous avez beaucoup insisté. Tous ces produits sous signes officiels sont l'expression d'un terroir, d'un savoir-faire, d'un patrimoine culturel et alimentaire. Ce patrimoine vivant existe grâce au travail des producteurs, à leur respect du produit et à l'attention qu'ils portent aux consommateurs. Les producteurs se regroupent autour d'un projet commun, comme vous l'avez indiqué, et créent une structure collective reconnue par l'INAO pour gérer et défendre le produit. Ces producteurs s'engagent volontairement et collectivement à respecter des conditions de production très contraignantes, consignées dans des cahiers des charges validés par l'Institut. Tous ces producteurs se soumettent bien entendu à des contrôles spécifiques, prévus dans des plans de contrôle approuvés par l'INAO et réalisés par des organismes indépendants agréés par l'Institut. L'ensemble de ces contraintes vise à répondre à l'exigence de qualité et de traçabilité exprimée par les consommateurs. Ces contraintes sont aussi un outil de segmentation du marché qui favorise un partage de la valeur ajoutée, vous y avez insisté, et sont créatrices d'emplois et d'activités sur tous les territoires, et à plus forte raison dans les territoires les plus défavorisés de notre beau pays. Monsieur le Président, la qualité des produits, la protection du patrimoine alimentaire, le développement des territoires et le respect des consommateurs sont au cœur des préoccupations des producteurs. Les signes officiels d'origine et de qualité intéressent d'ailleurs de nombreux pays, y compris à l'extérieur de l'Europe, soucieux de protéger leur patrimoine alimentaire et l'origine de leurs produits. Monsieur le Président, pouvez-vous assurer les producteurs du soutien des pouvoirs publics pour maintenir et amplifier, si possible, cette démarche originale de l'agriculture française? Je vous remercie. Je voudrais juste, avant que le Président de la République réponde, d'abord le prévenir qu'il y a des mines sur le terrain avec un sujet qui est très très sensible dans la Sarthe, qui sont le refus que nous avons toujours pour l'instant rencontré s'agissant de l'indication géographique protégée pour les rillettes du Mans. La deuxième chose, c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup de marge de progression pour accroître le volume de cette production de qualité, et il y a encore beaucoup de résistance. Et j'ai toujours pensé que si le label rouge de volaille avait si bien réussi, c'est pour une large part parce que les productions de volailles étaient souvent accessoires dans les exploitations agricoles et elles étaient conduites par les femmes. Alors,
Alors que les gros animaux, ce qui est évidemment beaucoup plus valorisant quand il s'agit de montrer la qualité de la production, etc., ça, sont les hommes qui les maîtrisent. Et il se trouve que j'ai participé aussi, Monsieur Alinan, j'ai été à l'origine de la création d'un label rouge de viande bovine. C'est bien plus difficile de convaincre des éleveurs de viande bovine de s'associer pour faire du label rouge que des éleveurs de volailles. Ceci pour que le président sache qu'il y a une marge de progression encore très importante en matière de production de qualité dans notre pays, mais que les femmes sont souvent le meilleur moteur de cette qualité. Pour la première fois en France, l'idée d'un programme national pour la qualité de l'alimentation a été portée par le ministre de l'Agriculture. Parce que naturellement, et chacun peut le comprendre, qualité de la production, il faut qu'il y ait également qualité de la consommation. Parce que si vous faites de la qualité dans la production, mais que le consommateur est tiré uniquement vers le prix, vers les premières marques, vers ce qui paraît immédiatement comme en bas de la gamme, vous produirez de la qualité, mais qui viendra acheter? Donc, je sais bien qu'il y a un agriculteur sur deux qui est engagé dans un signe officiel d'identification de la qualité de l'origine, ce qui, François a raison, laisse encore 50% de marge de progression. Mais nous voulons, nous aussi, parler du côté consommateur avec notre programme national pour la qualité de l'alimentation. L'éducation nationale a été mobilisée puisque dans les classes de cours élémentaires deuxième année, il y aura des classes de goût, parce que là aussi, ça démarre à l'école. Nous mobilisons la restauration collective et le Premier ministre comme le ministre de l'Agriculture savent que moi je tiens beaucoup aussi à quelque chose qui est la possibilité pour la restauration collective, scolaire, administrative et en entreprise de pouvoir s'exonérer de la règle du premier prix pour aller choisir la règle de la consommation des productions locales. Parce que si nous n'ouvrons pas, alors les anglo-saxons appellent ça le Small Business Act, mais nous réclamons, et c'est ce qui est prévu, qu'à hauteur de 20% dans les appels d'offres de la restauration collective, qu'elle soit scolaire ou professionnelle, on puisse s'exonérer de la seule règle du prix pour passer contrat avec des productions locales, régionales, territoriales. Car sinon, vous n'avez aucune chance, vous les producteurs locaux, de vous en sortir. Parce qu'on dit toujours, oui, mais ils sont plus chers. Ben oui, mais si on ne leur ouvre pas le marché, il n'y a aucune raison que ça puisse être moins cher. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si c'est que le gros massif international qui participe à l'appel d'offres, s'il n'y a que le prix, le producteur régional qui fait de la qualité ne peut pas s'en sortir. Je pense aux productions de fruits, mais je pense également au fromage, je pense aux productions végétales, je pense aux productions animales. Bref, on va donc prévoir des marchés où la qualité, dans la restauration collective, pourra jouer. Enfin, le gouvernement a inscrit le repas gastronomique des Français au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un très grand symbole. Si nous-mêmes, nous ne défendons pas notre tradition gastronomique et culinaire, qui la défendra? C'est une partie de notre identité qui est en cause. Donc vous le voyez, du côté producteur comme du côté consommateur, notre volonté est très, très, très engagée. Dernier point, et c'est la question des rillettes du Mans qui m'y fait penser, je ne comprends pas que ces règles que nous imposons à nos producteurs, leur esprit comme leur respect soit détourné
par l'obsession d'un certain nombre de continuer à importer en Europe des produits venant de pays qui ne respectent aucune des règles que nous imposons à nos producteurs. Voilà. Ça c'est quelque chose qui est absolument anormal, je le dis comme je le pense, parce que franchement, je veux dénoncer personne, mais la traçabilité, ça existe chez nous, mais je vois certains pays, et je me demande bien pourquoi on accepte les importations de viande, parce que le mot traçabilité, il n'est même pas traductible. Hein? Il n'y a pas de traduction là-dedans. Et ça, c'est un sujet absolument considérable. Le bien-être animal, le respect de la condition animale, je le comprends parfaitement, mais alors dans ce cas-là, imposons les mêmes règles à ceux qui veulent vendre aux consommateurs européens. Sinon, ce n'est plus de la concurrence loyale, c'est de la concurrence déloyale. Alors, on va s'en sortir avec les étiquettes, les labels, la destination. Est-ce que si vous achetez de la viande de là-bas, est-ce que vous avez les mêmes garanties? Parce qu'on a parlé beaucoup des 2 ou 3 crises que nous avons connues récemment, mais je le disais au Premier ministre en venant, moi je trouve qu'elles ont été gérées par les autorités sanitaires avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de rapidité, y compris l'une d'elles a été diagnostiquée par l'autocontrôle. Donc vous pouvez avoir confiance, consommateurs français. C'est très important de dire ça. Et nous ne sommes pas pour le protectionnisme. Comment pourrait-on être pour le protectionnisme? Les agriculteurs français vivent pour l'essentiel de l'exportation. Mais nous voulons la concurrence loyale, pas la concurrence déloyale. Et c'est très important de dire ça à quelques heures, à peine quelques jours, de la publication du budget par le président de la Commission, qui sait l'attachement de la France inébranlable à la politique agricole commune et aux moyens au service de la politique agricole commune. Et c'est certainement pas, alors qu'on sait que d'ici à 2050, le monde aura besoin d'une augmentation de la production alimentaire de 70%, que la France peut accepter, si peu que cela soit, le démantèlement de la politique agricole commune. Voilà. Sécurité alimentaire, indépendance alimentaire, confiance du consommateur, production agricole de qualité, voilà vraiment les engagements qui sont les nôtres. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais passer la parole à Denis Lambert, président du groupe LDC, comme vous l'avez compris, qui est notre partenaire privilégié depuis 50 ans maintenant. Pas Denis. Comment? Pas 50 ans. Ben, moi non plus. Ah, presque. Monsieur le Président, merci de passer du temps sur l'agroalimentaire. Je vais me permettre de rapidement présenter LDC, même si François a très bien commencé. Ça va me permettre d'introduire la première question que j'ai à vous poser. Donc LDC, effectivement, est une entreprise sabolienne, familiale, qui s'est implantée il y a 41 ans à Sablé. Au départ, 70 personnes, avec déjà un formidable produit à vendre, qui est le poulet de Loué, un produit de qualité, et avec comme objectif de construire un outil moderne pour garantir qualité à nos clients et déjà traçabilité, puisque nos étiquettes étaient déjà numérotées. Parallèlement à ça, 70, aussi le démarrage de la grande distribution. Et il faut le dire, sans les éleveurs qui aimaient ces produits et sans la grande distribution, LDC ne serait pas la taille qu'il est aujourd'hui. Alors de 70 personnes, nous sommes aujourd'hui sur Sablé 2500 personnes, 3000 en Sarthe, 14 000 en France, pratiquement 50 entreprises. Mais derrière tous ces salariés, il faut aussi savoir que c'est 5000 éleveurs qui nous confient la commercialisation, l'abattage de leur production. L'entreprise aujourd'hui, c'est 80% de volailles, 20% de produits traiteurs. On est plutôt connu pour nos marques, Loué le Gaulois pour la volaille, et puis Marie pour le traiteur. L'entreprise est réputée pour la qualité de ses produits, son service, mais aussi pour sa capacité d'innovation. 30% du chiffre d'affaires sur la marque Le Gaulois est fait par des produits qui n'existaient pas il y a 5 ans. On innove en permanence depuis 40 ans dans cette entreprise. Sur la marque Le Gaulois, on a une particularité,
c'est d'indiquer systématiquement sur chaque produit que nos produits sont nés, élevés, abattus, découpés, transformés en France. On a même concrétisé ça pour le consommateur à travers notre site internet. Vous achetez un produit Le Gaulois, vous tapez le numéro de traçabilité, en moins de 15 secondes vient apparaître la photo de l'éleveur qui a élevé le poulet que vous venez d'acheter. Alors tout ça, comme vous l'avez très bien dit, c'est possible. Tout ça, comme vous l'avez très bien dit, c'est possible parce qu'un groupe comme LDC investit régulièrement dans des outils qui sont modernes, ou bien sûr on met tout en place pour la sécurité alimentaire, pour des investissements performants, pour bien sûr les conditions de travail, parce que pour nous c'est un tout, il faut que le salarié soit dans de bonnes conditions si on veut lui demander de respecter la traçabilité et la qualité. C'est aussi par rapport au savoir-faire de nos équipes, des salariés qui connaissent leur métier, et ça c'est aussi important d'en parler. Grâce à tout ça est coordonné par notre service qualité, et c'est aussi, c'est vrai, contrôlé par les services français qui sont particulièrement efficaces. Et nous on le voit parce que nous sommes en Pologne et en Espagne, et on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes moyens de contrôle, même dans des pays européens. Alors tout ça c'est aussi possible grâce à nos clients. Système U fait partie de nos partenaires, comme d'autres enseignes françaises, qui nous accompagnent dans cette démarche de produits locaux. Mais beaucoup de nos concurrents, en France, en Europe, ont fait un choix inverse, en important leurs matières premières. Depuis 10 ans, on est passé 0 produit importé en volaille en Europe à 700 000 tonnes. 700 000 tonnes, c'est 2 fois ce que produit LDC par an. Et on est un des leaders européens dans la production de volaille. Alors ces produits viennent du Brésil, de Thaïlande ou quelquefois d'Europe parce que, bien effectivement, ils sont moins chers, parce qu'il y a des différences fiscales, des différences sociales et aussi des différences sanitaires. D'où ma première question. Je voudrais savoir quels moyens mettons en place pour contrôler ces 700 000 tonnes importées et faire surtout que les règles sanitaires, comme vous l'avez dit, elles soient les mêmes pour tous. Puis j'ai une deuxième question, si vous me le permettez, un peu plus large. On est tous confiants aujourd'hui que l'indépendance énergétique de la France, elle est capitale. Vous venez de prendre des mesures dans ce sens. L'alimentation, la nourriture, c'est l'énergie du corps humain. Si on veut bien travailler, il faut bien se nourrir. Est-ce que l'agroalimentaire et l'agriculture ne doivent pas devenir des secteurs stratégiques pour la France et pour l'Europe ? Il faut bien voir que dans la bataille européenne, c'est la France qui est leader pour défendre ses idées de bon sens, que le prix du marché, que le prix mondial ne peut pas être l'alpha, le seul alpha et oméga. Prenons des exemples pour être très précis. Les pesticides. Tout le monde sait bien aujourd'hui que pour la santé de nos concitoyens, la question de l'utilisation des pesticides pour la production, ça compte. On le sait maintenant. Depuis 10 ans en France, le nombre de molécules utilisables par les producteurs, par les agriculteurs, pour produire, est passé de 1000 à 250. C'est-à-dire qu'on a interdit en France, on a interdit pour la santé du consommateur, depuis 10 ans, pardon de dire ça, vous les producteurs le savent, le consommateur ne sait pas, 75% des pesticides qu'on utilisait il y a encore 10 ans. C'est pas rien. Bon. Mais dans le même temps, nos concurrents dans le monde, concurrents de notre agriculture, continuent en toute légalité à utiliser ces produits sur leur culture et à commercialiser ces produits. Donc nous disons à nos partenaires européens, certains qui pensent qu'il faut spécialiser le monde, que les poulets sont fabriqués au sud, que les céréales sont fabriquées à l'ouest, et que tout ça, il ne faut pas raisonner en termes d'indépendance agricole ou de sécurité alimentaire, nous disons à nos partenaires, ce n'est pas une question de produits agricoles, de pays qui produisent l'agriculture. Les consommateurs, quand il y a eu la vache folle, les consommateurs en Grande-Bretagne, c'était peut-être pas un grand pays agricole, mais ils étaient impactés. Donc nous disons,
si nous interdisons aux producteurs d'utiliser ces pesticides en France, à l'extérieur de l'Europe, on doit l'interdire aussi, on doit refuser des produits fabriqués comme cela. Je parlais tout à l'heure de la protection des animaux, parlant des fermiers de Loué. À partir du 1er janvier 2012, en Europe, sera imposée aux éleveurs la rénovation des bâtiments d'élevage des poules pondeuses pour aménager la taille des cages. Bon. Je trouve ça très bien. Je demande que ceux qui ne respectent pas ces règles, on n'importe pas en Europe les produits en violation des règles que nous imposons à nos propres producteurs. Ou alors on met 2 énormes boulets aux chevilles de nos producteurs, et j'aimerais qu'on m'explique au nom de quoi la protection animale serait plus valable en Europe qu'en Asie ou en Amérique latine. C'est désagréable avec personne que de dire ça. Alors après, avec les mêmes contraintes, si on fait la meilleure qualité au meilleur prix, on gagne. Mais il y a encore pire. Je pense aux farines animales. Qu'est-ce que c'est la première qualité d'une viande? Elle dépend de la qualité de l'alimentation de la bête. Bon. Il ne doit pas y avoir de doute à ce sujet. Bon. Eh bien, il y a des pays dont on importe en Europe les viandes, dont les bêtes sont nourries avec des farines animales. Donc, pour ma part, je défends l'idée qu'on doit en interdire l'importation. Mais au minimum, qu'on dise aux consommateurs européens, cette viande que vous achetez, elle a été nourrie et élevée avec des farines animales. Qu'on le lui dise. Et je fais, François, toi, liaison, Bruno, avec la première intervention, celle de la qualité, ce n'est pas une plaisanterie. Et souvent, on confond le débat européen entre les pays intéressés à leur agriculture parce qu'ils ont une agriculture et les pays qui ne sont pas intéressés parce qu'ils n'ont pas d'agriculture. Mais je suis désolé, en Suède, il y a des consommateurs quand même, à défaut d'avoir le même nombre de producteurs qu'en France. Et je ne suis pas persuadé que le consommateur anglais ou le consommateur suédois serait extrêmement ravi de savoir que la viande qu'on lui sert a été nourrie avec des farines animales, que les céréales dont il se nourrit, dont il nourrit sa famille, ont été produits avec des pesticides qui sont depuis 10 ans interdits en France. Quand même, c'est cela, me semble-t-il, la transparence et l'économie de marché, l'information du consommateur. Et c'est pour cela que le Premier ministre, comme moi-même, on est toujours au soutien du ministre de l'Agriculture, parce que l'agriculture de demain, c'est celle dont je parle. Je ne fais pas de reproche du tout à l'agriculture des années 50, qui a fait des progrès gigantesques et on n'avait pas les mêmes informations. Mais c'est ça qui est en cause. Alors on n'aura pas forcément les produits les moins chers, d'accord. Mais on aura, et c'est notre fierté, des produits que les consommateurs pourront consommer en toute sécurité. Voilà. L'indépendance alimentaire de l'Europe et la sécurité alimentaire de la production alimentaire en Europe. C'est autour de ces 2 éléments que tout doit être construit. Voilà. Et je le dis parce que c'est avec toutes les batailles internationales que nous menons dans le cadre du G20, du G8 et en Europe. Alors, c'est pas simplement c'est pas du protectionnisme, c'est pas une vision rétrécie du monde. Nous voulons, dans le monde du XXIe siècle, que nos valeurs triomphent, parce que nous pensons qu'elles sont les meilleures. Et vous voyez à ce moment-là, le débat politique, c'est refuser la mondialisation n'a aucun sens. Mais aucun, vous pouvez refuser refuser, vous resterez dans votre coin, puis vos enfants n'auront pas d'emploi, la France ne restera pas une terre de production, on peut toujours dire ça. On peut aussi refuser le soleil quand il y en a, refuser la pluie quand il y en a, d'accord, c'est un bon programme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je refuse. Bon. Mais ça, nous, on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter de ça. Ce que nous voulons, c'est que dans cette mondialisation, nos valeurs triomphent.
Et pour qu'elle triomphe, il ne faut pas qu'on se contente de parler, il faut qu'on ait les meilleures universités, qu'on ait les entreprises les plus compétitives. C'est vrai qu'on vous aide, comme on l'a fait sur la taxe professionnelle, sur les charges sociales, mais en même temps, que vous rassuriez les consommateurs par des règles. Ce n'est pas la loi de la jungle. Ce n'est pas la loi de la jungle. Parce que la mère de famille qui va faire ses courses, ou la famille qui va faire ses courses, elle est en droit de savoir quelle est la nourriture va donner à ses enfants. Et parfois, je vois des étiquettes, alors il faut une vue, il faut un microscope pour comprendre ce qu'il y a écrit dessus. Enfin, je ne sais pas pour vous, en tout cas pour moi. Ensuite, quand on arrive à lire, on ne comprend pas. Enfin, je veux dire, il y a des produits, on voit, je crois que c'est, il y a des produits, on vous donne de ces détails qu'il y a 0,75% d'un produit dont on n'a jamais entendu parler, et on reste perplexe. Alors, comme on veut éviter la perplexité, on abandonne, quoi. En revanche, des informations, où ça a été fabriqué, par qui ça a été fabriqué, quel label de qualité, ça, on ne l'a pas assez. Donc, toute cette question va y venir de l'étiquetage et me semble-t-il absolument centrale. Je vais passer la parole maintenant à M. Jean-René Buisson, président de l'Association nationale des industries agroalimentaires. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je ne vous cacherai pas notre satisfaction de vous voir parler aujourd'hui de l'agroalimentaire et de l'ensemble de la filière. Vous savez qu'on y est très attaché pour une raison toute simple, c'est qu'accessoirement, c'est la première industrie du pays en chiffre d'affaires. On l'oublie souvent, 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le deuxième employeur industriel. 500 000 emplois, de manière constante, qui ne délocalisent pas, qui restent sur le territoire, avec un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire. Et je crois qu'il est important que, effectivement, des réunions dans des lieux un peu symboliques de la qualité alimentaire puissent se dérouler et exprimer un certain nombre de convictions, comme vous l'avez fait jusqu'alors. Alors, comme vous le faites très souvent, vous anticipez beaucoup les réponses. Donc vous l'avez fait en partie sur un certain nombre de questions que j'allais vous poser sur la confiance. Je voudrais réinsister quand même sur ce sujet-là qui est absolument essentiel pour nous, car nous traversons une période où, malgré tout, nous nous sommes confrontés à une crise de confiance générale, amplifiée par des articles médiatiques qui débouchent sur des pages entières ou des couvertures de magazines expliquant que l'alimentation tue. Et je crois que là, nous avons absolument besoin des pouvoirs publics pour, à un moment donné, arrêter le stress qui peut se développer dans la population et expliquer que nous avons une des alimentations les plus sûres au monde. On peut dire aujourd'hui que nous avons même l'alimentation la plus sûre du monde. Nous avons par exemple, par rapport aux États-Unis, des critères 200 fois supérieurs en termes de qualité que celles qu'on retrouve aujourd'hui dans des pays comme les États-Unis. Donc, bien sûr, ça entraîne des contraintes au niveau des organismes de contrôle qui ont été mis en place, au niveau de la traçabilité. Ce n'est pas pour rien que 70% de la production agricole française est transformée par nos industries. Ça veut dire que nous sommes très proches des zones de production et que la traçabilité est effectivement un élément essentiel pour nous. Ce n'est pas pour rien que nous voulons rester près de ces zones de production et nous sommes aussi le seul modèle, à notre sens industriel, où 70% des produits fabriqués en France sont consommés en France. Donc je crois que c'est quelques chiffres simples, mais qu'il faut de temps en temps avoir en tête et nous en avons besoin car effectivement, compte tenu de tous les éléments que vous avez signalés par rapport à la concurrence externe, nous souffrons beaucoup. Nous étions, on en parle souvent avec Bruno Le Maire, nous étions le premier exportateur de produits au monde. Nous sommes maintenant le 4e. C'est un signe qui n'est pas encourageant. Donc nous devons nous battre en permanence pour retrouver notre place de premier exportateur. Il est d'ailleurs nécessaire à la balance commerciale du pays et c'est un élément tout à fait essentiel. Donc je dirais que la question de fond que j'ai à vous poser, c'est comment pouvez-vous nous aider à rétablir cette confiance, à faire en sorte que nous n'entraînions pas, par des amalgames faciles et médiatiques un peu simples, l'ensemble de la population vers qui doute d'une alimentation qui est sans doute la plus saine au monde et qui apporte, nous le savons par les 3 mois d'augmentation de vie chaque année que nous donnons aux Français, nous donnons quand même la preuve que cette alimentation est particulièrement de qualité. Merci. Merci Jean-René. L'agriculture est stratégique, l'industrie agroalimentaire
l'est dans la foulée. C'est l'ensemble de la filière. Il n'y a pas d'un côté les producteurs, les agriculteurs, de l'autre l'industrie agroalimentaire. C'est un ensemble. Je veux dire, les producteurs de lait, s'il n'y a pas de Danone ou Lactalis, enfin, Bell, naturellement. Et oui, j'oublie que ma circonscription, c'est toute la France. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Il y a un chiffre, mes chers compatriotes, que vous devez connaître et qui fait litière de toutes les polémiques. En 30 ans, sur les 30 dernières années, en France, votre espérance de vie a progressé de 7 ans. L'alimentation est un élément. Il n'y a pas que les progrès de la médecine dans la progression de l'espérance de vie. L'alimentation est un élément essentiel de l'espérance de vie. L'espérance de vie des Français, c'est la plus élevée d'Europe. Si l'alimentation des Français était mauvaise, était dangereuse, votre espérance de vie, notre espérance de vie, ne serait pas la plus élevée d'Europe. Il y a un résultat. Ce n'est pas simplement du cocorico, c'est un résultat. Cette espérance de vie continue de progresser 2 mois par an, et donc la qualité de notre vie et la qualité de notre alimentation jouent un rôle absolument essentiel dans cela. Alors, tout ce qu'on a pu faire sur l'amélioration de la compétitivité, les taxes professionnelles, le crédit impôt recherche, on l'a fait. Naturellement, il va falloir que nous ayons des débats dans le futur sur un sujet qui est considérable, qui est un point d'ailleurs sur lequel on travaille avec le Premier ministre, c'est le financement de notre protection sociale, quoi. Qui est financé aujourd'hui sur le travail. Hein? Chaque fois que vous créez un emploi, il y a une cotisation payée par le salarié, il y a une cotisation payée par l'entreprise, et naturellement, dans la compétition mondiale sur le prix, ça pèse. Comme nous ne voulons pas renoncer à notre modèle social, nous ne voulons pas y renoncer. Naturellement, je le disais devant le Premier ministre hier, l'un des débats qu'il va nous falloir affronter dans les mois qui viennent, c'est celui de l'assiette, du financement de notre protection sociale. On ne peut pas le faire de manière improvisée, je n'en dirai pas plus, mais là aussi, la question de la participation des importations au financement de notre protection sociale est clairement posée. On vit dans un monde ouvert. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Hein? Vous savez, quand on a dit aux Français « Allez, travaillez moins, vous verrez, ça s'arrangera », ils ont vu que rien ne s'arrangeait, mais que tout s'empirait. Ça. Qui a payé ça? Qui a payé cette erreur stratégique d'isoler la France? C'est ceux de nos compatriotes qui avaient les salaires les plus bas, qui avaient le moins de formation, et ça s'est traduit par des chômeurs en plus et des salaires en moins. Donc, sur l'industrie agroalimentaire, comme sur l'industrie tout court, Jean-René Buisson, nous aurons des discussions dans les mois qui viennent avec vous. Les réponses sont d'ailleurs moins simplistes que ce que j'entends dire. Parfois, il n'y a qu'à taxer la consommation. Non, la consommation, c'est aussi le pouvoir d'achat. Donc on ne peut pas faire des choses comme ça, mais nous sommes bien convaincus qu'il y a, avec vous les industriels, une réflexion de fond à engager. Et cette réflexion, je voudrais d'ailleurs, François le sait bien, qu'on l'engage en arrêtant des débats franco-français qui n'ont pas de sens au XXIe siècle. Je m'explique. Il y a la compétition avec le monde entier, puis il y a la compétition avec les pays d'Europe. Nous avons fait l'Europe, et l'Europe nous a donné la paix. Moi, je suis très attaché à l'Europe.
Parce que je pense que la France seule, elle serait beaucoup plus exposée que la France avec ses partenaires européens et la France leader en Europe. Mais qu'on ne peut pas continuer à avoir des impôts qu'il y a en France et qu'il y a nulle part ailleurs en Europe. C'est pour ça qu'on a supprimé la taxe professionnelle. Elle n'existait que chez les autres, que chez nous, et plus chez les autres. Donc quelqu'un qui gardait son usine en France, on disait, ben voilà, on est bien content, on va vous récompenser. On va vous coller une bonne petite taxe professionnelle. Comme ça vous encourage à rester en France. C'est-à-dire, si vous allez en Espagne, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Belgique, pas de taxe professionnelle. Restez. Voilà pourquoi on l'a fait. Et donc, j'en ai, pour terminer, je ne voudrais pas faire trop long, mais c'est des sujets passionnants, cette réflexion, on l'amènera avec vous, mais on l'amènera aussi dans un cadre européen. Hein, tous les pays d'Europe ont des taux de TVA différents. En Europe, il y a ceux qui ont des super taux réduits, ceux qui ont un taux à moitié réduit, et le taux dit normal, qui devient d'ailleurs parfois l'exception, n'est pas le même, alors qu'il suffit de traverser la frontière. Ça crée une distorsion de concurrence. Je pense qu'il faut raisonner tout cela avec le souci de la convergence pour qu'il y ait un modèle européen qui triomphe dans le monde, avec des valeurs, la qualité, on en a parlé, le respect des gens, la sécurité alimentaire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on apportera une réponse aux questions de compétitivité qu'à juste titre vous avez posées. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Serge Papin, qui est président de Système U. Monsieur le Président, merci pour votre petit mot sympathique à l'encontre de notre enseigne. C'est un souvenir de l'équipe cycliste. Oui, oui. Je me souviens de l'avocat qui avait signé le contrat. Et donc, il y a d'abord, merci de vos propos. Sans flagornerie, parce que je trouve que ce sont des propos de progrès. J'ai juste l'impression qu'au début de vos propos, mais je dis, mais c'est la stratégie de Système U. Et je trouve que vous avez raison, parce que d'une certaine manière, je pense que les gens y votent aussi avec leur caddie. Et ils votent d'une manière maintenant où ils ont envie de consommer des produits plus, d'abord, sans être franchouillard, mais français. Il y a une valeur ajoutée à ces produits-là, et des produits aussi locaux parce qu'ils sont de qualité, locaux et régionaux parce qu'ils sont de qualité. Et nous avons entrepris, nous, une vaste démarche sur le territoire national pour essayer de dire favorisons, engageons notre réseau de magasins dans une relation entre la production locale, l'agriculture locale, encourageons sa diversification aussi, on peut produire partout en France. Plutôt, évitons les monoproductions à certains endroits et rebâtissons de la diversité de ce point de vue-là et encourageons la transformation, là aussi, dans les régions. Parce qu'on s'aperçoit d'abord que ce sont toujours des bons produits, donc là, la confiance pour la restaurer, c'est une des voies. Le transport coûte moins cher, et puis il y a l'emploi derrière. Et c'est un élément important, parce que si on veut favoriser la vie ici, la vie en Sarthe, la vie dans les régions, il faut aussi en favoriser l'emploi. Et nous avons un engagement dans cette relocalisation qui est très fort entre nos magasins et les entreprises locales. Vous avez parlé aussi de cette troisième voie qui est de dire comment pourrions-nous trouver, et ça a été évoqué évidemment avec les fermiers de Loué, entre l'agriculture conventionnelle, dont on connaît les inconvénients, sans se faire de reproches, mais on a vu les inconvénients, entre l'agriculture bio qui est peut-être un peu trop élitiste. Nous on cherche cette troisième voie, c'est la voie des labels, c'est la voie d'une agriculture positive. Je connais une coopérative un petit peu pas très loin d'ici qui travaille ce qu'on appelle l'écologiquement intensif, comment raccorder ces deux mots de productivisme et en même temps essayer d'avoir zéro pesticide dans les assiettes. Nous essayons de travailler cette voie, c'est ce que vous avez dit, on est sur ces sujets-là et ce sont pour moi des voies de progrès.
Et cher Bruno Le Maire, sur la transparence, évidemment, on est tout à fait, j'ai entendu vos propos ce matin sur France Info, on est tout à fait ouvert à dire, parce qu'il ne peut pas y avoir de confiance sans transparence, et essayer de mettre les choses à l'étiage pour faire enfin qu'entre production, il y ait cette harmonie, que le commerce profite à tous, entre les agriculteurs, les transformateurs, les commerçants, mais surtout les consommateurs. Donc on est vraiment engagé dans cette voie-là, et je voulais vous remercier de vos propos. Alors maintenant, la question, Monsieur le Président, c'est comment est-ce qu'on peut faire, parce que vous savez, le budget des ménages en consommation alimentaire, il est passé de 30% il y a 20 ans, on est aujourd'hui à 11%. C'est par exemple moins que pour le transport. Les gens dépensent moins pour manger que pour bouger. Et en revanche, on sent là des signes de nouveau, parce que l'alimentation a servi de variable d'ajustement au téléphone portable, à Internet, etc. Et du coup, il y a eu des initiatives de prise. Bon, il y a le panier des essentiels, par exemple. Et en même temps, on s'aperçoit que les gens, finalement, sont prêts désormais peut-être à téléphoner moins et à manger mieux, si j'ose dire. Et comment est-ce qu'on peut accompagner ça? Et comment est-ce qu'on peut être à la fois sur une demande intérieure qui va vers plus en plus de qualité demandée, et puis peut-être avec la difficulté qu'ont nos agriculteurs, comment aussi raccorder ça avec l'exportation, où parfois on nous dit que les normes françaises, donc il y a un débat, où les normes françaises peuvent être gênantes par rapport à l'exportation, c'est ce que vous avez évoqué, donc comment arriver à résoudre cette équation? Merci, Monsieur Papin. Mais, bon, théoriquement, c'est vous dont c'est le métier de m'expliquer les attentes du consommateur plutôt que moi, parce que moi, je suis très attentif à ce que vous dites. Bon, il y a 15 ou 20 ans, personne n'avait de téléphone portable. Maintenant, il y en a plusieurs dans chaque famille. C'est comme si on ne pouvait pas vivre sans ce téléphone portable. Bon. Et il est sûr que ça a changé les habitudes de consommation. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que le marché ne se stabilise pas? Les enseignes, pas moi de vous le dire. Il y a eu des époques dans les enseignes. Une époque où tout était sur la super grande enseigne, avec le grand parking, où on venait une fois tous les 10 jours, on bourrait le caddie, on se préoccupait que du prix. Est-ce que c'est toujours le modèle pertinent? Moi, je pense que tout ça évolue énormément. Mais de la même façon que les producteurs doivent créer la confiance, les distributeurs aussi. Et je suis sensible à quelque chose, elle me dit, parce que nous, je parle sous le contrôle de Frédéric Lefebvre comme de Bruno, on ne cédera pas là-dessus, c'est la transparence. Nous devons aux consommateurs l'information sur quelle marge pour quel acteur, entre la chaîne de production et le moment de la consommation. Hein? Il y a finalement 3 grandes étapes: l'étape de la production, l'étape de la transformation, hein, et l'étape de la distribution. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, mais il y a quand même ces 3 étapes. Et bien moi, j'estime que le consommateur a le droit de savoir à chaque étape qui est rémunéré, pourquoi et de combien. Et c'est quand même extraordinaire. Je le dis d'ailleurs à Jean-René, qui sait bien que M. Papin a toujours été ouvert sur ces questions, mais c'est quand même extraordinaire qu'il ait fallu attendre hier pour avoir un premier rapport de 200 pages pour expliquer comment se forment les prix. Mais l'information du consommateur, ce n'est pas simplement sur la nature du produit, c'est quel est le prix à la production, quel est le prix à la consommation et pourquoi, quel partage de la valeur. Alors on me dit, je ne veux pas faire de polémique du tout, hein, franchement, vu dans ma situation, il faut faire de polémique avec personne. Hein. Mais quand même, il y a des choses à dire. Hein. On ne peut pas simplement blablater, il faut aussi parler, vraiment. Hein. On me dit, ah oui, mais là, vous avez les chiffres sur la valeur brute, mais ça ne correspond pas à la valeur nette. Vous avez qu'à donner les chiffres de la valeur nette, monsieur? Non, je regarde Jean-René Buisson, il n'y est pour rien, lui il voulait, mais vous comprenez, je veux dire, si dans le rapport,
on parle de la valeur brute, c'est parce qu'un certain nombre d'enseignes, et vous le savez très bien, ont refusé de donner les valeurs nettes. Alors maintenant, je les sens plus dynamiques. Moi, j'aime bien cet effort spontané, dans la bonne humeur, comme si c'est M. Fillon ou moi qui avons empêché de donner cet élément qui devient tout d'un coup essentiel. Très bien, la transparence. Hein. Autant, vous savez, il y aurait beaucoup à dire parfois sur un excès de transparence qui n'est pas respectueuse des personnes, autant sur le processus de formation des prix et sur les affaires de sécurité, je souhaite qu'il y ait davantage de transparence. Et c'est comme ça qu'il y aura la confiance. Mais c'est normal que le distributeur soit rémunéré, qu'il conteste. Il y a un service qui est donné. Mais on ne peut pas avoir comme seule variable d'ajustement sur la formation des prix le petit producteur au départ qui, lui, prend de plein fouet l'augmentation des charges et qui, comme il est seul dans son coin, parce que malgré vos efforts, l'organisation de la filière, dans certains cas, c'est pénible, on vous pousse, mais on a l'impression de prêcher dans le désert. Bon, il ne peut pas discuter. Il y a 5 enseignes, il y a 5 clients, et le producteur, je ne sais pas, il y a 120 000 producteurs de lait, il y a 5 enseignes. Alors, évidemment, si on laisse faire la discussion, elle est forcément inégale. Quand vous pensez qu'il y a des producteurs de lait dans notre pays qui ne savent pas à quel prix sera payé le litre de lait qu'ils ont livré. Ce n'est pas des méthodes, c'est pas l'économie de marché, c'est pas ça l'économie que nous voulons. Vous comprenez? Voilà. Et donc, Bruno Le Maire comme Frédéric Lefebvre se sont accrochés à ce dossier et nous voulons exactement savoir. Alors tout à l'heure, avec le Premier ministre, je prenais l'exemple de la tranche de jambon. Depuis que je fais de la politique, j'entends parler de la crise de la viande porcine, de la filière. Hein. Je crois que je n'ai pas passé une année sans qu'on décrive une crise. Bon, ok, ça c'est une donnée. Dans le même temps, on va au supermarché et on voit qu'il n'y a pas de grise sur le prix de la viande, de la tranche de jambon. Bon, on le voit. C'est comme... Alors, c'est peut-être trop simpliste ce que je dis, je ne le reproche à personne, mais quand même, soit le porc est produit de moins en moins cher, mais alors dans ce cas-là, la tranche de jambon, qui est quand même une partie substantielle du porc, est vendue de moins en moins cher. Alors là, il y a au moins il y a un consommateur qui en profite. Alors, il ne faut pas généraliser parce que la grande distribution a apporté du progrès aussi. Et puis, vous savez, maintenant, dans les familles, le travail féminin, c'est une réalité qui est absolument incontournable, qui se développera et qui est d'ailleurs un élément fondamental de l'indépendance de la femme et dans toutes les familles. On veut, et heureusement, on veut que sa fille ait les mêmes chances de réussite professionnelle que son fils. Et c'est pour ça qu'il y a eu la distribution. Pourquoi? Parce que si les femmes travaillent comme les hommes, le temps pour faire ses courses et pour remplir le frigidaire, forcément, il n'est pas extensible. Donc il faut qu'on rapproche les points de vue et que l'État rééquilibre les rapports de force pour qu'il n'y ait pas un qui soit un peu écrasé par la force de l'autre. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de la grande distribution, on est content d'avoir des enseignes qui sont plus ouvertes aux filières d'excellence, au partage de la valeur, et qui... Mais vous savez, c'est exactement le même problème pour des grandes entreprises et leurs sous-traitants. Vous êtes exactement dans la même situation. Quand on fabrique des avions, quand on fabrique des voitures, et qu'on a un sous-traitant qui fabrique un viret, une vis ou une pièce, et qu'on le pressure en disant il vaut mieux aller fabriquer en Chine ou ailleurs parce que ça sera moins cher, le donneur d'ordre croit avoir fait une bonne affaire, il a fait une mauvaise affaire. Parce que ce qui est toujours tiré vers le bas au niveau des prix, ça se paye en termes de qualité. Et ça se retrouve à l'arrivée. Voilà. Je vais passer la parole maintenant à Mme Renée-Claude Madère, qui est présidente de l'Association des consommateurs CLCV. Merci.
Merci Monsieur le Président pour toutes ces déclarations que vous avez faites. J'ai l'impression que je n'ai plus grand-chose à dire après tout ce que j'ai entendu. Vous avez évoqué tellement de sujets, notamment sur la qualité, sur la sécurité et notamment sur, disons, les relations professionnelles-consommateurs qu'arrivé à ce stade, j'ai l'impression que l'on a un peu fait faire le tour et d'une manière très positive. Donc pour moi, qui représente les consommateurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. C'est-à-dire que pour les consommateurs, ce qui est important avant tout et surtout après les crises que nous avons connues comme celle de la vache seule, c'est que la sécurité soit, comment dirais-je, un impératif, y compris pour les produits, disons, de qualité moins chère. C'est-à-dire que la sécurité n'est pas négociable. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut savoir. C'est que quelqu'un qui achète ses produits dans un, disons, à un très bas prix a le droit à avoir la sécurité au même titre que n'importe qui. Maintenant, les consommateurs, dès lors qu'ils en ont la possibilité, ils veulent aussi avoir la qualité. Et je dois dire que moi, je n'ai pas d'inquiétude, disons, par rapport aux consommateurs français et même aux consommateurs européens. On sait que ce que l'on produit en France est apprécié à l'étranger. Donc, par conséquent, dès lors qu'un produit est de qualité, que l'on fasse des labels ou que l'on des signes de qualité pour qu'il soit, disons, signalé à l'attention des personnes, dès lors que c'est un produit sain, je trouve cela tout à fait intéressant. Et les consommateurs, de manière générale, s'ils en ont les moyens, se portent vis-à-vis de ces produits. Il n'y a pas de la part des consommateurs, contrairement à ce qui est parfois dit, une recherche systématique de ce qu'il y a de moins cher, sans prendre en considération cette question de qualité. En France, nous sommes attachés à la qualité. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le niveau de protection des consommateurs en France est très élevé. Donc nous avons mis en matière de qualité et de sécurité un certain nombre de process en place, notamment des contrôles. Nous sommes, nous aussi, inquiets, disons, des importations qui sont faites d'un certain nombre de pays. Je dois dire, en tant que représentante des consommateurs, que lorsque je vois qu'on achète des poulets au Brésil, je suis un peu étonnée. Je pensais qu'on en avait en France, mais tout compte fait, certainement pas suffisamment. Que la viande qui vient d'Argentine, par exemple, est encore traitée avec des anabolisants, alors que nous, en France, nous refusons les anabolisants. Donc là, nous avons un problème. D'autre part, j'ai été également étonnée en écoutant, ou plus exactement en lisant un certain nombre de documents, de voir que aux États-Unis, il y a 20 points d'entrée pour faire les contrôles. Et en Europe, nous en avons 200. Si je prends encore en considération le fait que les contrôles en France et le fait que les contrôles chez un autre de nos amis européens ne sont pas tout à fait de même nature, mon inquiétude principale, à moi, en tant qu'organisation de consommateurs aujourd'hui, c'est de savoir de quelle façon on peut mettre en œuvre une politique de contrôle qui soit non seulement nationale, elle existe, même si on peut la renforcer parce que tout est toujours améliorable, européenne, ce qui est encore une autre question, sachant que les pays sont d'un niveau très différent et surtout international, puisqu'on envoie sur le marché français un certain nombre de produits qui, comme vous l'avez fait observer vous-même avant moi, je le regrette, disons, ne sont pas produits dans toutes les conditions de sécurité que nous souhaiterions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Nader. Bon, c'est le moment de conclure et de terminer. Je voudrais en profiter pour défendre devant vous la notion de contrôle. Parce que nous les Français, on adore les contrôles chez les autres, moins chez nous. Enfin, le contrôle judicieux, c'est celui qui va chez le voisin, et injuste, celui qui va chez nous. Bon. Mais là encore, il faut qu'on soit raisonnable. La DGCCRF fait 200 000 contrôles pour vérifier la qualité des denrées alimentaires et de la traçabilité. C'est pour vous. C'est très important. Ce n'est pas simplement des fonctionnaires qui viennent vous embêter, vous empêcher de produire. Je veux dire qu'il faut aussi qu'on ait un rapport plus mature au contrôle. Nous faisions le point avec le Premier ministre et le ministre du Budget sur la fraude et la lutte que nous voulons contre la fraude. Le ministre du Budget nous indiquait que les contrôles fiscaux ramenaient 16 milliards d'euros. Mais vous vous rendez compte ce que ça représente compte tenu de la situation financière du pays? Donc le contrôle, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour assurer le respect
d'un certain nombre de normes, l'égalité devant les charges, et que trop de gens ne passent pas au travers des mailles du filet. Alors je sais bien, on dit toujours « Ah oui, mais moi, je fais un petit truc, il y a un contrôleur qui me tombe dessus, et le vrai trafiquant, lui, vous le laissez passer. » J'ai vu ça au moment des radars et tout ça, tout ce qu'on m'a dit. Bon. Mais en même temps, là aussi, je voudrais vous le dire, c'est pas dans le sujet, c'est totalement dans le sujet. C'est totalement dans le sujet. Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur en 2002, il y avait 8000 morts sur les routes. 8000 par an. L'année dernière, il y en a eu 4000. Un petit peu moins même. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, 4000 familles qui ne sont pas réveillées au petit matin par un gendarme pour expliquer que le fils ou la fille de 20 ans s'est pas tué au bord d'une route en se prenant un arbre? 50% de ces 8000 morts de l'époque, 50% n'avaient fait qu'une seule faute, c'est rencontrer un assassin de la route. Je veux dire, il était avec sa famille, dans sa voiture, il respectait toutes les règles de vitesse, de ceinture, et tout d'un coup, une bombe lui tombe dessus. Alors, je sais bien que les contrôles, ça vous ennuie. Je sais bien que ça met de la mauvaise humeur. Mais moi, je préfère votre mauvaise humeur au drame d'une famille brisée parce qu'on est mort sur une route. Voilà. Et je veux que ça soit clair entre nous. De la sécurité alimentaire à la sécurité routière, du paiement de nos charges au respect de la règle. Il faut bien que dans un pays de 68 millions d'habitants, comment dire, on tienne la barre. On ne peut pas se trouver dans un système où dès que quelqu'un éternue, on recule. Et si quelqu'un éternue 2 fois, on recule 3 fois. Et qui aboutit d'ailleurs à un système où on finit par reculer avant même qu'il y ait un éternuement. Ou un système où, si vous voulez, on ne fait rien parce qu'il y a une élection qui arrive. Oui, mais il y a des élections tous les ans. Donc on ne fait rien. Voilà, c'est ma petite conclusion. Mais ça m'a fait très plaisir de vous la donner, parce que moi j'aime profondément notre pays. Sinon je ne me serais pas engagé comme je me suis engagé, comme le député maire de Sablé, comme le président du Conseil général, comme les élus qui sont ici. Mais à un moment donné, il faut que les responsables assument leur responsabilité, même si ça ne fait pas plaisir. On ne peut pas être un système où la seule chose qui compte, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde, parce que quand on veut faire plaisir à tout le monde, croyez-moi, on fait plaisir à personne. Voilà. Et pour défendre l'intérêt général et pour protéger notre pays, surtout dans la période qui est la nôtre, il faut prendre ses responsabilités et les assumer. Merci, Monsieur le Premier ministre, de m'avoir reçu. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous remercier d'avoir honoré Sablé, et je voudrais naturellement vous remettre un cadeau pour témoigner de notre gratitude. J'ai cherché ce que je pouvais vous offrir. Bon, évidemment, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont les rillettes, mais ça vous aurait obligé à faire 2 fois plus de tours du parc de l'Élysée en courant. Compte tenu des effets bien connus des rillettes. Il y avait le Janière, qui est un excellent vin de la Sarthe, mais chacun sait que vous n'êtes pas extrêmement amateur de vin. Il y avait évidemment l'idée de vous emmener faire un tour de piste sur le circuit Bugatti, mais j'ai déjà fait ça une fois avec vous, et je me souviens que vous n'en aviez pas gardé un très bon souvenir. Et donc, j'ai eu une idée, qui en réalité d'ailleurs m'a été soufflée par mon épouse. Il s'agit je vais vous offrir une édition originale des poèmes, d'un recueil de poèmes de Pierre Reverdy. Pierre Reverdy a été un grand poète qui a inspiré Breton, qui a été très très proche de Picasso. Picasso a d'ailleurs illustré beaucoup de ses œuvres, et Picasso disait de Pierre Reverdy, c'est un poète qui écrit
ses poètes comme un peintre. Il a été accessoirement l'amant de Mademoiselle Chanel. Et puis, à 35 ou 36 ans, il a découvert l'abbaye de Solesmes. Il a eu une sorte de crise de spiritualité qui s'est poursuivie jusqu'à son décès à 71 ans, puisqu'il a vécu toute cette période à l'ombre des grandes murailles de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, où il a réalisé les passages les plus formidables de son œuvre. Et donc, je suis heureux de vous remettre cette édition originale de Pierre Reverdy. C'est vraiment gentil.